Donc, merci encore de l'invitation, Nadia, bien évidemment. Et donc, merci de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui, alors là, n'a rien à voir avec la prévalence de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, j'espère qu'on va quand même un petit peu vous intéresser sur des pathologies. Bon, après, derrière tout ça, il y a quand même des notions importantes sur le dépistage qui sont intéressantes. Donc j'ai mis en sous-titre des maladies rares auxquelles il n'est pas interdit de penser, parce que je pense quand même que même si on est amené à avoir beaucoup de maladies rares, de temps en temps, ça vaut la peine de se dire, tiens, ça pourrait être telle ou telle chose. Donc voilà, d'ailleurs, c'est une phrase de William Harvey qui dit, comme vous le voyez, il n'y a pas de meilleure façon de faire progresser la pratique de la médecine, je mets, que d'ouvrir nos esprits à la loi inhabituelle de la nature par l'investigation soigneuse des cas de formes plus rares de maladies. Harvey, c'était un Anglais qui, comme le sait tout le monde ici, a développé le concept de la circulation sanguine. Parce qu'avant, on pensait que le sang était formé en permanence. Voilà. Puis lui, il a dit, ah ben non, vu la quantité qui sort du cœur, qu'il a fait les calculs et il s'est dit non, c'est pas possible. Donc il a inventé le contexte de la circulation, n'est-ce pas, Selma? Bien. Donc je vous propose de parler donc essentiellement deux pathologies qui sont en fait des syndromes de prédisposition génétique aux tumeurs endocriniennes. Et c'est intéressant parce qu'on va parler de deux maladies qui en fait reposent sur des mutations qui prédisposent à des tumeurs avec des mécanismes différents. Donc on verra une pathologie avec un gène suppresseur de tumeur. Donc dans un gène suppresseur de tumeur, qu'est-ce qui se passe? On hérite sur un des allèles, on hérite d'une anomalie. Et en fait, il faut avoir les deux allèles pour fabriquer une protéine qui freine la croissance cellulaire. Et si dans un organe, par exemple le pancréas, l'hypophyse dans l'ANM 1, eh bien, on a l'autre allèle qui, à l'occasion de la croissance, de la prolifération des cellules normales, inactive le deuxième allèle, du coup, il manque la protéine et paf, on développe la tumeur. Donc, c'est le contexte de perte d'hétérozygatie. Et puis, on verra un autre type qui est les oncogènes, où là, ce n'est pas du tout la même chose. On a un seul allèle, il suffit d'un allèle sur un gène qui favorise la prolifération cellulaire et la transformation dans un organe pour donc activer la prolifération et la tumeur. Et c'est le cas des NEM2. Donc, je voudrais juste, à l'occasion de ce topo, vous dire que dans toutes ces maladies, la génétique joue un rôle absolument capital. D'abord dans le diagnostic, puisque ça nous permet de dépister quand on suspecte, en faisant l'analyse génétique, le cas index, de confirmer le diagnostic, et puis ensuite, après, d'aller dépister les apparentés avant qu'ils aient la maladie. Ensuite, sur le plan pronostic, pour surveiller les lésions, et puis traiter éventuellement de façon précoce. Et puis sur le plan thérapeutique, parce qu'on peut avoir maintenant des thérapies ciblées en fonction de certaines mutations. Donc on va commencer par la NEM1, qui est une maladie qui, comme vous le savez, est rare, et puis qui va atteindre plusieurs organes. Donc essentiellement l'hyperparathyroïdie primaire, les parathyroïdes qui vont développer une hyperparathyroïdie primaire, les tumeurs endocrines duodéno-pancréatiques, avec surtout les gastrinomes, les tumeurs non fonctionnelles et puis les insulinomes, et puis les adénomes hypophysaires, qui sont les trois principales lésions de la NEM1, en sachant que maintenant on sait aussi, depuis qu'on fait plus d'exploration surrénalienne, qu'on a aussi des tumeurs cortico-surrénaliennes et puis qu'on a aussi des tumeurs bronchiques, des tumeurs thymiques, sans oublier peut-être une prédisposition accrue au cancer du sein. Et je vous rappelle que pour faire le diagnostic de cette maladie, il faut qu'il y ait deux manifestations majeures, parmi l'hyperparathyroïdie primaire, l'adénome hypophysaire et les tumeurs endocrines duodéno-pancréatiques. Ou alors il faut avoir une manifestation majeure et puis avoir un parent au premier degré qui est atteint déjà de cette maladie, on le connaît, ou bien identifier la mutation pathogène. Alors, ce que je dis toujours aussi, moi, aux étudiants, c'est que dans toutes ces maladies, il y a toujours un cas index. Et le cas index, il ne faut pas croire que le malade arrive en disant « Bonjour, dans ma famille, il y a déjà des NEM ». Le plus souvent, enfin très souvent, en fait, il y a quelqu'un qui arrive
et puis chez qui on fait le diagnostic. Et donc, il n'est pas interdit de penser, quoi. Il n'est pas interdit de réfléchir et de se dire, tiens, il y a une association un peu bizarre, est-ce que ça ne serait pas ce type de maladie, même si c'est rare, et de ne pas s'auto-censurer sous prétexte que c'est une maladie rare ou qu'on a entendu parler dans ces études. Et, oh non, c'est pas possible, c'est trop rare. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tous les cas index, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui y a pensé, alors que le patient a vu éventuellement des tas de médecins qui peut-être y ont pensé, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc je trouve que c'est toujours important d'avoir ça en tête dans la pratique médicale qu'on a, même pour les maladies rares, parce que ça peut vraiment rendre service aux patients. Alors la NEM1, néoplasie embryonnaire multiple de type 1, c'est une maladie très rare, 1 à 3 pour 100 000 cas. L'âge moyen au diagnostic, vous voyez, c'est quand même encore assez âgé pour les cas index. Et au diagnostic, eh bien, la lésion est unique dans 75% des cas. Et la pénétrance, donc c'est la prévalence de la maladie à fur et à mesure que les gens vont vieillir, eh bien, elle va augmenter. C'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, tous les patients qui sont porteurs d'une mutation développent au moins une des anomalies. Vous voyez ici, vous avez en rouge, ça c'est pour le diagnostic de NEM1, vous avez l'hyperparathyroïdie qui est en vert clair ou en bleu clair, les anomalies duodéno-pancréatiques. Et vous voyez, à fur et à mesure que l'on va avancer, eh bien, on va avoir de plus en plus de gens qui vont développer chacune de ces lésions. Bien évidemment, à partir du moment où on fait le diagnostic dans un cas index, chez un patient, et qu'on va regarder l'anomalie génétique chez les apparentés, eh bien, on va faire un diagnostic plutôt chez des gens qui ne se savaient pas avoir une hyperparathyroïdie ou une tumeur endocrine pancréatique. Et donc, on a, grâce à ces programmes de dépistage systématique, diminué l'âge du diagnostic de 10 ans environ dans les différentes études des différents pays. Donc, je vous l'ai dit, dans le gène qui prédispose à ces tumeurs, c'est le gène NEM1, qui est un gène suppresseur de tumeurs. C'est le gène donc MEN1 qui, avec une mutation inactivatrice sur les deux allèles, va donc perdre une protéine qui est une protéine importante dans le freinage de la croissance cellulaire. C'est donc une perte de thyroglobine. Donc le gène, il est situé sur le chromosome 11, peu importe. Il faut savoir qu'on trouve une mutation chez une personne porteuse du syndrome dans plus de 80% des cas de patients NEM1. Et dans les autres cas, on a des explications. On ne rentrera pas dans les détails sur ce sujet aujourd'hui. Quand même, il y a des mutations de novo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un patient qui n'a aucune famille connue de NEM1, dont ni le père ni la mère n'ont la mutation et qui lui-même a développé cette mutation. Et donc, bien sûr, il va ensuite la transmettre à sa famille. Il y a plus de 1300 mutations qui ont été décrites, donc c'est absolument énorme. Elles sont représentées ici, peu importe. C'est juste pour vous montrer qu'elles sont toutes sur tout l'ensemble du gène. Et il y a quasiment une mutation par famille, ce qui évidemment fait qu'à chaque fois qu'on trouve une nouvelle famille, il faut qu'on fasse une analyse génétique précise pour vérifier ça. C'est des mutations qui sont distribuées partout sur toute la séquence codone, peu important. Il n'y a pas vraiment de points spécifiques de hotspot sur lequel il y a la mutation. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le génotype et le phénotype. C'est-à-dire que sur une mutation donnée, la mutation X ou Y, eh bien, il peut y avoir 1 ou 3 ou 4 atteintes. Et puis chez un frère qui a exactement la même mutation, eh bien, il va n'y en avoir aucune ou une très tardive. Et puis l'autre, au contraire, va avoir une forme très grave. Donc pas de corrélation génotype-phénotype. On va prendre quelques exemples pour vous illustrer. Vous voyez, ça c'est une patiente qui consulte parce qu'elle a une colique néphrétique. On lui trouve une calcémie à 2,80, une calciurie élevée, une PTH qui est élevée également. Et il se trouve qu'on apprend que sa mère est décédée d'une hémorragie digestive, donc très vraisemblablement, elle a fait un syndrome de Zollinger-Ellison. On n'a pas la preuve puisqu'elle est décédée, mais on sait qu'on va faire l'analyse chez son frère et on va trouver aussi une hypercalcémie. Donc voilà une famille. Et cette famille, on va donc faire l'analyse génétique et trouver un gène, peu importe. Donc ça, c'est pour vous parler un petit peu de l'hyperparathyroïdie primaire dans les NEM1. Donc l'hyperparathyroïdie primaire dans les NEM1, c'est la plus fréquente des atteintes de la NEM1. Quasiment tous les patients, à fur et à mesure qu'ils vieillissent, vont développer une hyperparathyroïdie primaire. C'est une hyperparathyroïdie primaire qui est un peu... qui est
un peu différente de l'hyperparathyroïdie primaire sporadique, en ce sens qu'elle atteint autant les hommes que les femmes, et que donc l'âge du diagnostic, alors que l'hyperparathyroïdie primaire habituelle, c'est plutôt chez la femme âgée, entre guillemets, en tout cas au-delà de 60 ans souvent, et bien là, c'est un âge plus jeune, et on a plutôt une hypercalcémie pas très très élevée, une PTH pas très très élevée non plus. Cependant, ça fait longtemps qu'elle traîne, et donc il y a un effet sur l'os qui est souvent plus important. Et ce qu'on sait, c'est que quand on va faire des analyses morphologiques, on verra que ce n'est pas forcément très intéressant, ça va toucher les 4 glandes, y compris les glandes surnuméraires ou ectopiques. Donc ça veut dire que pour la chirurgie, on va avoir des questions à se poser. Donc cette hyperparathyroïdie primaire, dans le contexte de l'anéma, est-ce qu'il faut prévoir des explorations morphologiques? Je vous ai déjà un petit peu montré que ça ne servait peut-être pas à grand-chose, parce qu'on savait que toutes les glandes allaient être atteintes. Est-ce qu'il faut les opérer et à quel moment? Et quelle doit être dans ce contexte de NEM la stratégie opératoire? Donc ça, c'est typiquement les questions qu'on va se poser chez ces patients. Donc c'est une hyperplasie, contrairement à l'hyperparathyroïdie primaire habituelle où c'est un adénome unique. Et là, donc, c'est une hyperplasie qui est parfois asymétrique, qui fait de temps en temps penser qu'il y a un adénome, mais en fait, c'est vraiment une hyperplasie. Il y a très très rarement un carcinome parathyroïdien. Et a priori, donc, l'exploration morphologique, faire une scintigraphie, faire même les échographies, faire des PET collines, etc. Finalement, a priori, ce n'est pas très très utile, sauf si on veut être absolument sûr qu'on n'a pas une glande ectopique dans la région thoracique, par exemple, pour aller l'enlever en même temps. Mais de toute façon, la chirurgie va aller explorer les 4 glandes. Et donc la particularité de l'indication d'abord opératoire, c'est que même si c'est une hypercalcémie généralement modérée, eh bien, elle est latente, elle est insidieuse et asymptomatique, et donc elle va s'aggraver. Elle a des conséquences. Vous voyez, 50% des patients ont une ostéopénie avant 35 ans, 50% des patients ont des lithiases rénales, et avec une prévalence supérieure d'insuffisance rénale chronique. Donc il y a une indication opératoire quand il y a des complications rénales ou osseuses, bien sûr, quand il y a une hypercalcémie sévère, quand il y a un gastrinome, parce que ça majore la symptomatologie du gastrinome. Et puis on pense qu'il faut peut-être rajouter aussi la femme jeune avant la grossesse, parce qu'il semble quand même que les grossesses chez les femmes qui n'ont pas été opérées quand elles ont une NEM1 soient un petit peu plus compliquées, même si ce n'est pas encore vraiment prouvé. Donc on va opérer, là je vais passer rapidement, parce que généralement on enlève 3 glandes et la moitié de la 4e, ou bien on peut faire une parathyroïdectomie totale, enlever les 4 glandes et mettre un petit bout de parathyroïde dans le muscle de l'avant-bras. Bon, voilà, juste pour être complet, il y a des gens qui sont maintenant des partisans d'une parathyroïdectomie plus partielle, voilà, qui en font un peu moins. Donc, bref, je n'ai pas de position là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va enlever le thymus aussi, enfin ce qu'on peut enlever du thymus, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des tumeurs thymiques qui vont se développer, et que donc on a intérêt à enlever aussi le thymus. Alors pour parler des autres lésions, je vous propose ce cas. Vous voyez, dans cette deuxième famille d'une patiente, là aussi, qui est aussi un cas index, avec une tumeur surrénalienne et une tumeur du pancréas. Elle a eu une hyperparathyroïdie opérée, et puis elle est asymptomatique, et on lui trouve deux tumeurs. Il se trouve qu'elle a aussi un frère qui a une hyperparathyroïdie primaire. Donc on a une tumeur pancréatique, une tumeur surrénalienne. Elles sont asymptomatiques, on les a découvertes à l'occasion du bilan. Est-ce qu'il faut faire des explorations biologiques? Est-ce qu'il faut faire des explorations morphologiques? Et qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement? Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très fréquent. Et que quand on regarde d'un peu plus près, en fait, on s'aperçoit que beaucoup de patients ont les tumeurs duodéno-pancréatiques. Et que, en fait, en pratique, il y en a dans le pancréas. Si on opère le pancréas, on en trouve, même si on ne les voit pas, à l'imagerie. Donc, c'est des petites lésions qui sont multiples. Et donc, c'est difficile de savoir s'il faut opérer des patients qui sont asymptomatiques. On sait que c'est les principales tumeurs qui vont potentiellement être malignes, mais leur croissance est très lente. Donc, on peut vivre pendant des années et des années avec même des métastases. Qu'on ne peut pas enlever toutes les lésions, sinon il faut faire une pancréatectomie totale. Et que nous, qui faisons aussi du diabète, on sait que gérer un diabète, c'est pas forcément plus simple que de gérer une M1 qui a des tumeurs et des métastases. Et puis, bien évidemment, il y a des cas, l'insulinome en particulier, quand on sécrète de l'insuline, dans lequel la chirurgie est indiquée sans discuter, mais avec un problème qui est localisé.
Et donc vous voyez que c'est les tumeurs non fonctionnelles, qui vont donc être le plus souvent asymptomatiques sur le plan sécrétoire, qui sont les plus fréquentes. On va commencer par celles-là. Donc elles sont les plus fréquentes, y compris chez l'enfant. Alors on a des tas de moyens de les détecter, peu importe. L'IRM est meilleur que le scanner, l'écho-endoscopie nous en donne encore un peu plus. Il y a toute une possibilité aussi de faire de l'imagerie fonctionnelle. Et ce qu'on retient rapidement, c'est que quand la lésion dépasse 2 cm, en général, il y a une indication opératoire pour ces lésions. Un petit focus particulier sur les gastrinomes. Les gastrinomes, ils sont responsables d'un syndrome de Zolliger-Ellison. C'est aussi parmi les lésions bénignes celles qui tuent quand on les traite pas. Une hémorragie digestive, c'est pas rare. Ça nous arrive encore de temps en temps d'entendre parler de patients à qui c'est arrivé. Et ce qui est difficile, c'est qu'ils sont dans la paroi duodénale, surtout dans plus de 80% des cas, plus que dans le pancréas. Et donc, ils sont traités et sauvés par les inhibiteurs de la pompe à protons qui ont changé complètement le pronostic des gastrinomes. Et puis, il y a les insulinomes qui vont donner des hypoglycémies, souvent à un âge jeune, avec des symptômes qui ne sont pas forcément très évidents. Et là, le traitement, il n'y a pas de discussion, il est chirurgical, mais c'est difficile de localiser l'insulinome parce que vous avez bien compris qu'il y a plein de tumeurs dans le pancréas et que celle qui fabrique l'insuline, on ne sait pas forcément laquelle c'est. Donc, on a maintenant des techniques un peu plus spécifiques avec des TEP scans un peu particuliers qui sont intéressants dans ce contexte. C'est vraiment des raretés. Le plus souvent, elles sont dans la queue du pancréas, c'est ce qu'on sait. Un petit mot des tumeurs surrénaliennes. Donc 20% des patients, là encore, c'est des tumeurs non fonctionnelles dans leur grande majorité. Et puis, on a de temps en temps des adénomes de Cône ou des corticosurrénalomes malins. Donc, on va rechercher, on parlera tout à l'heure de l'hypercorticisme infraclinique. Donc, c'est typiquement ça. Et puis, on va les traiter de la même façon que les adénomes sporadiques. Ça, c'est pas très compliqué. Alors, une autre famille, pour illustrer d'autres symptômes, vous voyez, ça, c'est un jeune homme de 37 ans qui a une hyperparathyroïdie primaire découverte à l'occasion d'une lithiase urinaire. On lui fait un bilan, on trouve une tumeur duodéno-pancréatique. Et puis lui, tiens, comme particularité, il a des petites lésions cutanées qui sont assez spécifiques que je vais vous montrer. Et puis, dans sa famille, on a un adénome à prolactine, une hyperparathyroïdie primaire, et puis là aussi, donc là, une famille tout à fait typique. Alors ça, c'est juste pour vous montrer, parce que quelquefois, franchement, nous, on les envoie, moi, j'essaie de les envoyer systématiquement voir le dermato, parce que si vous savez reconnaître un angiofibrome, un collagénome ou un histiocytofibrome, je vous félicite. Il y a des lipomes qui sont quelquefois des lipomes un peu particuliers, parce que c'est des lipomes de tissu adipeux brun, qu'on appelle des hibernomes, qui ont la particularité de flasher au TEP FDG, et donc ils font très peur à tout le monde, parce que tout le monde pense que c'est des liposarcomes, alors que c'est juste du tissu adipeux brun. Donc, encore une autre famille, vous voyez, cette patiente, elle a une hyperparathyroïdie primaire, elle arrête sa contraception, ou même pas, elle avait une notion d'aménorrhée, elle avait une IRM qui montrait un adénome hypophysaire, elle a une masse médiastinale, donc vous voyez encore une composition un peu différente de l'ensemble des symptômes, avec des éléments familiaux un peu différents. Et donc, elle, on est devant le cas d'un adénome hypophysaire et elle a une masse médiastinale. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? En fait, les adénomes hypophysaires, vous voyez, sont présents chez 40% des patients environ. Ça peut être la première manifestation de la maladie. Et puis finalement, c'est exactement maintenant, on le sait, comme les adénomes sporadiques, sachant qu'ils peuvent être quelquefois un peu plus mixtes et quelquefois plus souvent multiples. Mais enfin bon, c'est quand même des raretés. Voilà, c'est tous les types. Donc il n'y a rien de particulier, pas d'éléments non plus de gravité particulier sur les adénomes hypophysaires. Et puis les tumeurs bronchiques, là on rentre dans la rareté. Vous voyez, 3 à 7% des patients ont des tumeurs neuroendocrines thymiques, plus souvent des hommes que des femmes, souvent asymptomatiques, découvertes à l'imagerie et qui sont plutôt agressives. Voilà, donc on les surveille de près. Et les tumeurs bronchiques, qui elles aussi sont très rares, souvent silencieuses, découvertes à l'imagerie et qui sont avec un bon pronostic qui vont être opérées. Donc, une fois qu'on a fait tous les diagnostics, bien évidemment, on va aller regarder les apparentés, en particulier les enfants. Et donc, je vous dis juste un tout petit mot du dépistage lésionnel chez les enfants mutés, parce que là, vous avez justement ce que vous montrez tout à l'heure sur la pénétrance. Et donc, vous voyez que la prévalence des atteintes chez les enfants, même à l'âge de 10 ans, est extrêmement faible. Elle est quasiment zéro à moins de 5 ans. Donc, on ne va pas embêter les enfants.
même si on sait qu'on fait l'analyse génétique et on sait qu'ils sont porteurs ou non, avec la discussion de savoir à quel âge, jusqu'à quel âge il faut faire, à partir de quel âge il faut faire l'analyse génétique. Mais en tout cas, sur les bilans, on va être limité, en sachant que l'habitude, c'est plutôt d'essayer de faire une imagerie, par exemple une imagerie hypophysaire, à l'âge dans lequel, dans la littérature, le premier enfant avec une adénome hypophysaire a été décrit. Donc on est autour de 5 ans, ce qui est quand même pas simple de faire une IRM chez un enfant de 5 ans. Pareil pour les lésions, pour les lésions pancréatiques. Donc ce bilan lésionnel, bien évidemment, il va le faire dès l'enfance, hein, et puis on va le poursuivre toute la vie à un rythme qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais qui là aussi fait l'objet de un peu de consensus, et puis après aussi de vraie vie, hein, parce que les patients, c'est lourd quand même. On en reparlera un petit peu du fardeau que ça représente d'avoir cette maladie. Parce qu'en fait, c'est quand même assez dur, hein, d'avoir ça. Vous voyez, les scores de qualité de vie sont moins bons, quelle que soit l'échelle utilisée, avec une peur majeure qui est celle du cancer. Les patients ont bien sûr peur pour eux, et puis bien sûr pour leurs proches, en particulier leurs enfants, dès que les enfants sont mutés. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce qui vous casse la qualité de vie, c'est quand même d'avoir un adénome hypophysaire. Ça, on le sait dans tous les adénomes hypophysaires. Tous les adénomes hypophysaires, les gens, ils pensent qu'ils ont une tumeur dans le cerveau. Voilà, donc ça vous bouffe votre qualité de vie jusqu'à la fin de vos jours, parce qu'ils ont pris un coup sur la calebasse quand on leur a dit qu'ils avaient un adénome dans l'hypophyse, même si on leur dit que c'est pas... Donc ça, c'est intéressant de voir que dans les MENA, vous voyez, on a des scores qui sont quand même importants par rapport aux autres. Les tumeurs pancréatiques, bien sûr. Et puis comme autre facteur, le fait d'être sans emploi, avec la perspective de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que vont devenir mes enfants si je meurs, etc. etc. Voilà pour la NEM1. Je passe à la NEM2. Alors la NEM2, c'est une maladie... ce sont des maladies différentes, hein, qui vont toucher les parathyroïdes et puis la surrénale, et puis bien sûr la thyroïde surtout, puisqu'il y a un cancer médulaire de la thyroïde dans tous les cas. Hein, donc juste un petit exemple, parce que ça c'est un malade qui a vu Nadia, donc elle me corrigera si c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un monsieur qui travaillait dans la menuiserie, je ne sais pas s'il était menuisier lui-même, qui avait 2 enfants, vous voyez, 19 et 22 ans, qui... à 47 ans, s'est présenté, on va voir pourquoi, mais il avait quand même une hypertension depuis l'âge de 19 ans, traité par Hyperium et Minipress, et un antécédent de colique néphrétique à l'âge de 28 ans, mais qui visiblement n'avait pas été tellement plus exploré que ça. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a une dysphonie un beau jour, et que donc il voit un ORL, qui trouve un goitre, une paralysie récurrentielle, et qui l'envoie à Nadia pour faire une écho, une cytoponction, et elle va faire tout de suite le diagnostic en trouvant un énorme truc, toto-lobaire gauche, très infiltrant, hypoécogène, rupture de la capsule avec un autre nodule de l'autre côté mal limité, des microcalcifications, des adénopathies, plus en plus. Pour le reste, elle vous dit qu'en plus, il y a un adénome parathyroïdien à l'écho, tant qu'à faire. Voilà. Bon, donc évidemment, à l'écho, elle avait fait le diagnostic, vous imaginez. Et donc tout de suite, elle demande un scanner des surrénales qui va montrer, ce que je vous marque derrière la fiche, derrière la flèche, une masse surrénalienne de 6 cm de plus grand axe, 34 unités Hounsfield. Donc là, ça sentait bien évidemment le phéochromocytome, ce qui a été confirmé par le dosage des dérivés méthoxylés et urinaires. Et donc, voilà, le patient avait un phéochromocytome. Et donc, vous voyez son scanner, hein, une masse thyroïdienne infiltrante, des adénopathies, une calcémie qui était élevée avec une PTH qui était élevée. Et donc, le diagnostic était celui d'un carcinome thyroïdien et à la cytoponction compatible avec un cancer médulaire de la thyroïde, bien évidemment. Le dosage de la thyrocalcitonine, qui a mis un peu de temps à venir, a bien sûr confirmé ce diagnostic. Le dosage de thyrocalcitonine est parfaitement pathognoménique d'un cancer médulaire de la thyroïde. Voilà, donc c'est une M2A, là, hein, et donc on va voir un peu pourquoi. Et l'analyse génétique qui a été faite a montré une mutation sur un codon très particulier du gène RET, R-E-T, hein, sur le codon 634, qui est le codon le plus fréquent de ça. Voilà, donc je vais aller rapidement. Voilà où on se situe sur le gène RET, qui est un proto-oncogène, je vous rappelle. Hein, donc, et ça, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et donc, dans la NEM2, c'est des mutations du gène RET, donc avec une prévalence là aussi qui est très, très rare. Contrairement à tout à l'heure, il y a une bonne corrélation phénotype-génotype, on va y revenir. Et tous les patients ont un cancer médulaire de la thyroïde qui va être associé à un phéochromocytome dans la moitié des cas.
Et donc, on a, dans la NEM2, il y a 2 sous-types. Le NEM2A, dans lequel les patients ont en plus, c'était le cas de notre patient là à l'instant, une hyperparathyroïdie primaire dans 20% des cas, un lichen amyloïde qui est souvent interscapulaire, dont je vous montre une petite photo, et puis qui rarement aussi ont une maladie de Hirschsprung. Et puis il y a un autre type, NEM2B, où les patients ont des lésions un peu particulières qu'on appelle des ganglioneuromes, qu'on voit au niveau de la bouche ou au niveau de la langue, comme vous le voyez ici, avec ces petites élevures là qu'on a ici. Et puis un aspect marfanoïde qui est assez caractéristique. Le pronostic qui tient au cancer médulaire de la thyroïde, donc le dosage de la thyrocalcitonine fait le diagnostic. Et la calcitoninémie, elle est parallèle au stade de la maladie. Vous voyez, quand on est avec des taux bas comme ça, on a des bonnes chances d'être juste avec un stade de cancer médulaire de la thyroïde. Et puis dès qu'on va monter au-delà de 500, on va se retrouver avec très vraisemblablement des métastases et donc une chirurgie qui va être d'autant plus extensive. Et ce qu'il y a, bien évidemment, c'est que si on va plus en avant comme ça, même s'il n'y a pas de cancer, même si la calcitonine n'est pas très élevée, on sait que les enfants, dès la naissance, développent une hyperplasie qui va évoluer vers le cancer. Et donc là, la génétique, contrairement à tout à l'heure, elle est extrêmement importante parce que chez les enfants des patients chez qui on fait un diagnostic de NEM2, en fonction de la mutation, vous voyez, vous avez ici les différentes mutations, il y en a beaucoup moins que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour la NEM2A et la NEM2B, il y en a essentiellement 2. Vous avez des mutations dites à haut risque, à très haut risque. Voilà, la mutation 918 qui est ici. Et puis vous avez des mutations à haut risque, la mutation 634 qu'on a vue ici, avec donc des recommandations en fonction du pronostic qui vont faire que on va avoir recommandé, quand on a une NEM2A avec une mutation 634, de faire une thyroïdectomie aux enfants avant l'âge de 5 ans, alors que quand on a une NEM2B et qu'on a une mutation 918 à très haut risque, on va même faire cette thyroïdectomie avant 1 an. Et ça marche. Ça marche puisque il y a maintenant un certain nombre de travaux qui confirment que quand on fait une thyroïdectomie précoce, vous voyez, avant l'âge de 1 an, comparé à une thyroïdectomie après l'âge de 1 an, la survie est différente. Voilà, donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est que ce sont les phéochromocytomes bilatéraux, et je terminerai là-dessus. C'est les phéochromocytomes bilatéraux. Vous voyez le moment où apparaît le premier diagnostic de phéochromocytome, et ensuite après le diagnostic de deuxième phéochromocytome, 4-5 ans après. Et donc ça pose des questions de savoir s'il faut faire une surénectomie bilatérale ou ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait une chirurgie d'épargne. C'est-à-dire qu'on demande au chirurgien d'enlever juste le phéochromocytome, de laisser ce qu'il peut comme surrénal. Et ça permet d'éviter l'insuffisance surrénale pendant quelques années. Et même si on a des récidives possibles, elles peuvent survenir plusieurs années après. Donc ça a changé un peu notre façon de prendre en charge les patients. Voilà, je termine. Donc c'est rare. En faire le diagnostic rend service au patient, mais aussi à sa famille, grâce à l'analyse génétique. Et vous savez, donc dans la NEM1, vous avez compris que la génétique ne permet pas de prévoir l'évolution des lésions, même dans une même famille. Et au contraire, dans les NEM2, quand on connaît la mutation dans la famille, on oriente de manière majeure la prise en charge. Voilà, je ne sais pas, j'ai beaucoup dépassé. Je m'en excuse. Merci. Alors moi j'ai une question super rapide, puisqu'il n'y en a pas. Chez les jumeaux, monozygotes, est-ce que quand tu as une NEM1, est-ce que tu as le même organe qui va être touché ou pas, même à mutation identique? Et je ne connais pas, moi j'en ai pas de patients comme ça, et dans la littérature j'ai pas vu, mais j'imagine qu'on puisse avoir des lésions différentes, je pense, sans problème. Oui, Nadia? Pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est important pour les médecins de ville. En fait, le patient, au départ, donc quand l'ORL m'a appelé, il m'appelait pour un avis pour un autre patient. Et il m'a dit, voilà, j'ai un patient, je t'en parle, j'opère demain, mais juste pour te dire, c'est un gros truc. Et je lui dis, s'il y a un gros nodule dans la thyroïde, il faut ponctionner quand même avant. Ouais, tu sais, c'est gros, donc il faudra opérer. Et je lui dis, non, mais quand même, soyons consensuels.
envoie-le demain, tu le repéreras après-demain si tu veux, mais au moins que je puisse voir. Et en fait, quand j'ai vu la lésion avec des calcifications, enfin le truc énorme, je l'ai rappelé, je pense qu'il ne faut pas l'opérer tout de suite. Mais sinon, s'il ne m'avait pas appelé pour un autre patient, ce patient, il serait passé sur le bloc et il serait mort en fait, parce que le féo aurait déchargé. Oui, c'est possible. Il était déjà passé par 2 interventions peu de temps avant, dans le temps qu'il avait réchappé. Donc je voulais savoir si les réactions dépressives ou pas de toute la famille vous fait discuter d'une annonce ou pas plus tardive, etc. Oui, après il y a toute la discussion aussi de à quel âge, quand les enfants, à quel âge on fait de la génétique, parce que si on ne va pas faire d'exploration, donc c'est très bizarre. Il y a des mères qui veulent que leur enfant soit dépisté sur le plan génétique dès la naissance, et d'autres qui préfèrent attendre. Mais voilà, après, je vous raconterai d'autres histoires avec des gens chez qui on a attendu parce qu'ils ne voulaient pas perturber les enfants et tout, parce qu'on ne traite pas de la même façon un enfant qui est muté qu'un enfant qui n'est pas muté, vous voyez. Et puis le problème, c'est qu'il y en a un qui a fait une maladie très sévère alors qu'on attendait de le muter. Enfin bon, bref, donc c'est toujours très 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 compliqué. Effectivement, et c'est vrai qu'il faut accuser le coup et qu'on fait ça du mieux qu'on peut, quoi. Oui, peut-être. Juste, j'avais enlevé la dia parce que j'étais déjà en truc, mais on peut faire aussi un diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut savoir comment l'embryon et si l'embryon est muté. C'est toute une démarche très 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 compliquée, mais effectivement, on peut proposer ça au couple maintenant de faire le diagnostic pour n'implanter que les embryons qui ne sont pas mutés.